Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est la décarbonation de l'aviation. C'est un dirigeable rigide. La véritable innovation, le côté unique. Aujourd'hui, je vous propose de parler dirigeable. Et pour ce faire, nous allons aller à la rencontre d'une entreprise française. Elle s'appelle Flying Whales et elle est basée en région parisienne, au Canada et à Bordeaux. Dans cette vidéo, nous allons aller à la rencontre des différents professionnels et nous allons notamment découvrir leur simulateur de vol et les personnes qui s'y trouvent à l'intérieur. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Profitez bien. Bonjour Benoît. Bonjour Elodie et bienvenue chez Flying Whales. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. Peut-être pour débuter cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous présenter Flying Whales, votre entreprise et votre projet? Oui, bien sûr. Flying Whales, c'est une société franco-canadienne qui a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans et on construit un dirigeable pour pouvoir faire du transport de charges lourdes. Donc l'idée, c'est de faire une grande baleine comme on a devant nous là, qui va pouvoir transporter 60 tonnes de charges. On fait vraiment que du transport de charges, c'est pas du transport de personnes. Et une des grosses forces de cette machine, ça va être de pouvoir faire du point à point. Donc l'idée, c'est de faire une sorte de, un peu comme un hélicoptère où on va venir prendre 60 tonnes à un point A et le transporter à un point B en limitant au maximum l'impact sur les infrastructures au sol. Aujourd'hui, donc vous êtes basé en région parisienne, vous êtes combien de personnes dans l'entreprise environ? Il y a à peu près 200-250 personnes. On a la majorité des équipes qui sont à Suresnes, ici, en région parisienne, tout à fait. Mais on a aussi une partie des équipes qui est à Bordeaux. Parce qu'en gros, on a notre usine qui sera construite juste à côté de Bordeaux. Et on a aussi des équipes en Amérique du Nord, à Montréal, parce que l'entreprise est franco-canadienne. Flying Whales, on est un avionneur, on conçoit l'architecture de notre aéronef et après on sous-traite le développement des systèmes. Il y a deux choses quand même qu'on garde en interne, c'est le développement de nos algorithmes, parce que c'est ce qui nous permet d'assurer la performance de la mission, et on a un bureau d'études pour développer la structure, parce que la structure, elle est très spécifique à notre dirigeable. À côté de ça, on retrouve à peu près les mêmes partenaires que sur un autre programme. Quel est le nom que vous avez donné justement à ce dirigeable? Le LCA-60T pour Large Capacity Airship 60 tonnes. Tu nous as parlé donc de ces missions, de ce dirigeable qui va être le transport de charge. Quelles vont être finalement ses applications? Oui, tout à fait. Donc en fait, nous, la genèse de l'entreprise, c'est le transport des grumes, donc aller chercher du bois dans des massifs dans lesquels aujourd'hui on ne sait pas y aller autrement que par hélicoptère. Et donc on a essayé de voir si c'était possible de le faire au travers d'un dirigeable. À partir du moment où cette solution a commencé à naître, on a étudié plein d'autres marchés. On a regardé du côté de l'éolien, pour transporter des pales d'éoliennes, du côté de l'électricité, notamment pour démanteler des pylônes, pour transporter aussi des charges exceptionnelles dans le cadre de chantiers, du transport de logistique tout simple avec des conteneurs et même des applications un petit peu plus originales. On a lancé récemment un développement d'un hôpital mobile. Oui. Donc là, l'idée, c'est d'être capable d'apporter les soins aux populations dans des zones, typiquement l'Indonésie, le nord du Canada, où aujourd'hui, les populations n'ont pas accès aux soins. On utiliserait ce transporteur en fait, pour pouvoir amener cet hôpital. Et vous avez évalué ces besoins d'avoir un dirigeable comme celui de Flying Whales d'un point de vue européen ou même mondial? Une fois qu'on consolide l'ensemble des marchés, on arrive à un besoin qui est autour de 800 machines à peu près. Et donc nous, aujourd'hui, dans notre business plan, on a décidé d'en construire 160 sur 3 sites de production. Donc il y a le site dont je parlais tout à l'heure qui est à côté de Bordeaux et on aura une deuxième usine en Amérique du Nord et une troisième en Australie. Dans le cadre des différentes applications que tu nous as citées, quel est l'avantage de ce type de transport plutôt qu'effectivement un hélicoptère par exemple? Le gros avantage et ce qui est particulièrement novateur sur cette machine, c'est sa capacité de faire un transfert de charge en vol stationnaire. Donc là, en gros, on n'a pas besoin de piste d'atterrissage. On vient se positionner au-dessus de la charge qu'on veut charger, donc ça peut être au milieu d'une forêt, n'importe où en fait, et on va venir récupérer la charge, échanger avec un ballast, la mettre dans une soute, on verra un petit peu tout à l'heure, on a une immense soute pour ça, et on va la transporter dans un autre endroit où de la même manière, on n'a pas besoin de se poser, on va venir la déposer. Donc vraiment, cette capacité de faire un transfert de charge de 60 tonnes, c'est ce qui nous rend particulièrement unique. Donc typiquement, on discutait avec un certain nombre d'humanitaires, et grosso modo, quand il y avait eu le séisme au Népal, par exemple, ils nous disaient tous, nous on sait amener un avion à 14
Katmandou. Mais après, amener le matériel pour aider les gens sinistrés, on ne sait pas faire. On a vu la même chose suite au tremblement de terre en Turquie. Donc là, même combat. À un moment, il y a un axe. L'axe, il est complètement détruit. Donc comment on fait pour pouvoir projeter de l'aide localement? Mais avec ce type de machine, on pourra remplir des conteneurs et transporter de l'aide à coût de 60 tonnes. Et cette machine, elle est vraiment multimission. Donc de base, à l'intérieur, on a une soute. Et la seule chose qui change quand on veut passer d'une mission à l'autre, c'est un outillage. Donc si je veux prendre des pales d'éoliennes, j'ai un outillage de pales d'éoliennes. Si je veux prendre des conteneurs, j'ai un outillage de conteneurs. Mais j'ai le même véhicule à la base pour pouvoir faire l'ensemble des missions. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet d'actualité autour de l'aéronautique, tout ce qui concerne la décarbonation de l'aviation. Vous, est-ce que c'est un sujet que vous avez pris en compte dans le développement de ce dirigeable? Comment ça se passe d'un point de vue motorisation? Oui, alors c'est un sujet qui est complètement pris en considération. Donc déjà, le dirigeable par nature, c'est quelque chose qui est quand même relativement décarboné parce que ça vole grâce à la poussée d'Archimède. On n'a pas besoin de puissance pour pouvoir voler. Donc la puissance, elle est nécessaire pour nous déplacer. Et donc à ce moment-là, on a une propulsion électrique distribuée. On voit, on a 32 hélices avec des petits moteurs électriques un peu partout. Par contre, dans un premier temps, on génère notre électricité avec des turbogénérateurs. Et dans un second temps, on ira vers des solutions complètement décarbonées. Donc on étudie la possibilité d'avoir soit des piles à combustible, soit de mettre directement de l'hydrogène dans nos turbogénérateurs pour la génération d'électricité. Par ailleurs, on a des personnes dans l'équipe qui effectuent des analyses de cycle de vie de notre produit. L'idée, c'est aussi de nous aider dans notre prise de décision pour essayer d'aller vers les choses les plus propres possibles. Et de la même manière, en fait, ce que l'on fait, c'est que quand on voit si on peut adresser un marché, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se comparer aux autres solutions. Donc typiquement, on a un marché qui est désenclavé la Guyane. Donc, il y a une ville en Guyane qui est complètement à l'ouest, qui s'appelle Maripasoula. Aujourd'hui, pour atteindre Maripasoula, il faut prendre des camions, donc suivre le réseau routier là, qui est le long de la côte, et ensuite il faut prendre un bateau sur le fleuve Maroni. Il y a à peu près 300 ou 400 km, je crois, quelque chose comme ça. À vol de dirigeable, c'est quelque chose qui se fait, alors que là, entre le camion, le bateau, ça prend énormément de temps. Et justement, là-dessus, nous, on a analysé pour voir quel serait l'impact carbone de l'effectuer avec le LCA60T. Et en ce moment, on est quand même extrêmement positif. Il y aurait un réel gain. Tout à fait. On voit la maquette là sous nos yeux, mais pour qu'on se rende compte vraiment du dirigeable en grandeur nature, est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques de vol et qu'on voit un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, comment tout ça s'organise? Oui, écoute, mais je pense que pour ça, le mieux, c'est qu'on aille autour d'un écran pour voir ce que la baleine a dans le ventre. Eh bien écoute, je te suis. Le LCA60T, c'est un dirigeable rigide qui fait à peu près 200 mètres de longueur. C'est une rame de TGV, c'est un peu plus grand que 2 A380 et il fait 50 mètres de diamètre, c'est-à-dire grosso modo c'est l'arc du triomphe en hauteur. Il vole à peu près 100 km/h quand on est en vitesse de croisière et notre plafond opérationnel c'est autour de 3000 mètres, mais ça reste une machine qui volera à quelques centaines de mètres au-dessus du sol et pas plus. On voit ici, là, il y a une petite structure qu'on appelle notre gondole et c'est la zone depuis laquelle le dirigeable est piloté. Donc à l'intérieur, on a un pilote qui contrôle la machine et ici, là, juste à cet endroit-là, on a ce qu'on appelle notre load exchange officer, un grutier qui lui va piloter les opérations de transfert de charge. Et à l'intérieur du dirigeable, qu'est-ce qu'on retrouve? Du coup, allons à l'intérieur du dirigeable. Donc là, on a enlevé la peau, en fait, qui est uniquement une peau textile qui permet de protéger en fait le cœur de la baleine. Et on voit ici très bien notre structure rigide. Donc la structure du LCA60T, c'est majoritairement du carbone. Donc on a des tubes carbone qui sont assemblés là comme ça en treillis, avec des poutres dans le sens longitudinal et des cadres comme ça dans le sens radial. Ce qui assure la portance sur le LCA60T, ce sont des cellules d'hélium. Donc c'est non pressurisé, c'est pas comme un blimp où la forme est donnée par la pression de l'hélium. Ici, c'est vraiment la structure qui donne la forme du dirigeable et ensuite les petites cellules ici qui sont aussi des sortes de grands sacs en textile vont assurer la portance aérostatique. On voit là les 14 qui sont fixés dans les différentes sections de notre baleine. Ensuite, on parlait de propulsion électrique. Donc si on suit comment fonctionne l'électricité, donc on a ici au centre des réservoirs de kérosène. Ces réservoirs de kérosène vont alimenter dans les espèces de petites nageoires des turbogénératrices. Donc on a 4 turbogénératrices. Chaque turbogénératrice génère à peu près 1 MW d'électricité. Et après, on les voit là un peu partout. On va venir distribuer l'électricité sur les 32 points de propulsion. Et donc chaque point de propulsion, c'est un petit moteur électrique de quelques centaines de kilowatts. La véritable innovation, le côté unique
du LCA60T, c'est vraiment sa capacité à faire un transfert de charge en vol stationnaire. Donc on a en effet des propelleurs ici qui vont nous permettre d'avancer, donc c'est ça qui nous permet d'aller à 100 km/h, mais le plus important, si je puis dire, c'est tous les autres propelleurs qui eux vont nous permettre de garantir qu'on restera stable dans cette phase au-dessus de la charge qu'on est en train de charger. Et ce que l'on voit pas très bien ici, mais qui est quand même assez important, donc c'est à chaque endroit ici, on a des treuils qui vont nous permettre de charger notre charge. C'est là qu'ils se trouvent, d'accord. Parce qu'en fait, on a cette immense soute qui fait à peu près 96 mètres de long, 8 mètres de large. Et comme j'expliquais tout à l'heure, en fonction des différents marchés, en fait, on va avoir des outillages particuliers. Donc là, par exemple, on a pour de l'hélice. Là, on a si on veut faire du transport de bois. Ou là, on a si on veut faire du transport de conteneurs, par exemple. Voilà, génial. Qui vont à chaque fois venir se sécuriser à l'intérieur de notre soute. Il pèse combien? 0. Parce qu'en réalité, on est toujours à l'équilibre. Donc on a la poussée d'Archimède qui compense le poids. Donc c'est le petit combat entre Archimède et Newton en permanence sur cette machine. Donc quand on vient poser une charge, il faut qu'on récupère une monnaie d'échange, donc ici de l'eau que l'on met dans nos réservoirs de ballast. La masse embarquée, c'est autour de 200 tonnes. Tout ce qu'on voit en noir, là, c'est du composite. Tout ce qu'on voit en noir, c'est du composite. Tout ce qu'on voit ici, là, en gris un peu, c'est du métallique. Et donc cette architecture avec des cadres et ce que nous on appelle des purlins, des lisses dans le sens longi, ça c'est un peu ce qu'on a sur un dirigeable. Les cadres principaux, ils sont rayonnés, donc un peu comme une roue de vélo, on a des câbles comme ça qui permettent de rigidifier les cadres. Les cellules d'hélium qu'on a entre chaque cadre principaux, ça c'est un peu du dirigeable. Par contre, à l'intérieur, le système avionique que l'on voit, on verra un peu mieux sur le simulateur, c'est un système avionique qui ressemble beaucoup à un avion. On imagine qu'on a un pilote. Le pilote, lui, qu'est-ce qu'il doit contrôler ? Il doit contrôler des surfaces aérodynamiques quand il est en vol de croisière, un peu comme sur un avion. Il doit contrôler 32 hélices. Donc pour être capable de faire ça, en fait, on a un calculateur de commande de vol. En fait, c'est du fly-by-wire. Finalement, il y a quand même des choses qui sont ressemblantes, voilà, un avion ou un hélicoptère. Votre ligne d'assemblage finale, on pourra la retrouver où? Ouais, donc le LCA60T sera produit au nord de Bordeaux et il sera produit en 2026. On commencera alors nos essais en vol avec le LCA60T. Bonjour Ananda. Bonjour Elodie. Enchantée de faire ta connaissance. Enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton métier, toi, tes missions au quotidien au sein de Flying Whales? Alors je m'appelle Ananda Ramon, je suis chez Flying Whales depuis 2023. Mes missions en fait ce sont de développer le FDMU, donc ce qu'on appelle le Flight Deck Mockup chez nous. C'est le simulateur de vol qui est ici et qui sert à former les pilotes et les léos dans la vie de tous les jours. À quoi sert-il ce simulateur aujourd'hui? Ce simulateur aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va faire un exercice d'échange de charge. On va mettre un grutier dans la cabine du Léo, un pilote dans la cabine de pilotage. Moi, je ferai office d'opérateur au sol. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce simulateur de vol tel qu'il est aujourd'hui, il a été développé et qu'est-ce qui reste encore à faire pour qu'il soit entièrement fonctionnel? Alors, ce simulateur, il a été développé quasiment entièrement en interne Flying Whales. On a des modèles d'algorithmes qui sont conçus par des bureaux d'études chez Flying Whales. Nous, on récupère ces modèles-là, on les intègre dans le simulateur. Ensuite, on fait l'interface entre ce modèle-là avec tout ce que vous voyez là, donc l'environnement 3D, les panneaux de commande, les commandes de vol, ce qu'on appelle les initiateurs chez nous, et aussi tout ce qui est affichage aux pilotes et aux Léo, donc la partie interface homme-machine. Après, ce qu'on fait en externe, c'est on va dire la cabine qui est réalisée avec un partenariat, aussi quelques logiciels, j'ai envie de dire, de la partie environnement 3D aussi qui sont développés aussi en partenariat. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être quels sont tes outils de travail avec les écrans là qu'on voit en face de nous? Quelles informations on peut lire? Alors là, on a un poste instructeur depuis lequel je peux lancer des scénarios. Donc ça peut être tout type de scénario, type un levage tel qu'on va le faire après, un arrimage en fin de mission. On peut aussi faire des cas de panne. Donc on va injecter des pannes sur les génératrices par exemple. Et ensuite, on va voir comment le pilote il réagit, quel temps de réaction il met pour voir, ok j'ai une panne, etc. On va les analyser avec les caméras qui sont là. On peut aussi injecter des rafales de vent, voir comment se comporte le dirigeable d'un point de vue dynamique de vol. Et ce sont tous ces types de scénarios-là qu'on peut lancer depuis toutes ces machines-là. Donc là, c'est ton environnement de travail à toi, mais quels sont les autres utilisateurs? Ce que je vous propose
propose, c'est d'aller voir Jérôme, notre grutier maison, Flying Whales, pour faire une opération de levage de charge. Donc qui est dans une autre salle avec un autre simulateur propre pour ce... Très bien. Il est dans une pièce. Ouais. Bonjour Jérôme. Alors là, c'est la cabine du Léo. Alors on entend beaucoup parler de Léo. Évidemment, c'est pas un nom de métier qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Déjà 3 lettres, un Load Exchange Officer. Donc la personne qui va opérer toutes les machines nécessaires à monter et à descendre les charges qu'on va vouloir transporter. Aujourd'hui, si on doit vous comparer à un métier qui est déjà existant, c'est un peu le métier de grutier. Tout à fait. C'est un peu par quel métier j'ai commencé. C'est vrai? Ah bah justement, parle-moi de ton parcours, ça m'intéresse. Alors mon parcours a commencé par une demi-carrière dans la Marine nationale, toujours embarqué sur des bateaux. Et ensuite, l'oil and gas, dans le levage, a levé des choses très très lourdes jusqu'à plus de 900 tonnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a autour de nous? On voit des commandes, on voit des écrans. Alors mes outils de travail, pour le moment, dans le but d'élaborer la station finale, ça va être donc mes commandes et mes moyens d'intervenir sur les machines, avec mes joysticks qui vont commander mes treuils pour aller chercher des charges en bas. Ensuite, matérialisé pour le moment par des écrans tactiles, ces boutons pour choisir les différents treuils qu'on va vouloir, les différents paniers, et en gros les toolings appropriés pour chaque mission différente. Et là-haut, on voit une tablette avec d'autres paramètres. C'est des paramètres de quoi? Alors ça, ce sont les 2 pages qui sont donc à ma disposition pour avoir des informations sur le système de levage en lui-même et principalement aussi le système de ballastage. Parce que lorsqu'on va se décharger d'une certaine masse, il va falloir en reprendre. Là, ce qui va se passer, c'est que de ce que j'ai compris, on va prendre une charge, c'est ça? Donc du bois en l'occurrence? C'est ça, on va aller prendre des grumes de bois qu'on va charger une par une dans notre panier, ici matérialisé par cet écran-là. Je te laisse faire, donc là je suppose que ça va être quand même une extrême coordination à la fois entre toi, donc le Léo, entre Ananda qu'on a vu précédemment, mais aussi je pense que de l'autre côté on doit avoir aussi un pilote qui est en train de piloter la machine. Tout à fait, vous irez voir après comment ça se passe à l'avant avec Jacques. Je te laisse faire ta mission et puis je reviens juste après. Parfait. C'est bon, tu peux commencer la séquence de levage. Alors nous voici en situation pour commencer l'opération de levage, pour aller chercher la grume qui est au sol. Donc je paramètre mon mode de levage, mes winches que je vais sélectionner parce que j'ai 3 stations de travail. Pour une grume, j'ai simplement besoin d'une seule. Aussi, maintenant, il va falloir que je rentre le poids estimé de cette grume parce que comme on va s'alourdir de 4 tonnes, il va falloir se décharger de 4 tonnes. Pilote de Léo, est-ce que tu peux valider ma séquence, s'il te plaît? Ouais, la séquence est validée, Jérôme. Parfait. Je descends mes câbles. Le personnel au sol est dégagé et on descend à grande vitesse ces câbles-là. Je serai en contact avec le sol, le GLEC, qui lui me guidera pour les derniers petits réglages. Ok, c'est bon, câble au sol, tu peux arrêter. Ok, stoppé. Donc là, on va faire intervenir le personnel au sol pour connecter les câbles à cette grume. Ok, charge connectée, Jérôme. À partir de ce moment-là, je reprends mes câbles pour aller chercher un mode différent pendant lequel l'airship va travailler et moi je vais lancer la séquence de déballastage. Lorsque ce sera fini, je pourrai décoller ma charge et venir la ranger. Pilote de Léo, fin de ballastage, je soulève la charge. Bien reçu. Et là c'est parti, la charge décolle, je remonte, la ranger. Ok, grume dans la soute. Et donc une fois que c'est fait, j'ai juste à larguer mes câbles pour ranger la grume. Et à partir de ce moment-là, c'est devant que ça se passe. Bonjour Jacques. Bonjour Elodie, bienvenue à bord. Et merci beaucoup. Donc là on est dans le poste de pilotage du dirigeable. Exactement, la Ok. partie avant. Voilà. Alors peut-être est-ce que tu peux me présenter l'environnement, là, le cockpit finalement? On retrouve, comme on le voit bien, les 2 écrans principaux. On va voir toutes les données de vol. On retrouve très classiquement ce qu'on appelle le PFD ou Primary Flight Display. Et ensuite, on a tous nos systèmes qui sont directement liés au dirigeable. Comme on le voit, c'est une planche en carton. On est bien dans un simulateur de développement. Donc il y a des boutons, il y a des espaces vides parce qu'on est encore en train de voir pas mal de choses. Ensuite, on a ici des caméras parce que je rappelle, c'est un dirigeable qui fait 200 mètres de long. Donc il faut qu'on puisse voir dans des endroits qu'on ne voit pas forcément
depuis le poste de pilotage. Ici, on va retrouver le joystick qui va principalement permettre de contrôler l'assiette, donc monter, descendre, et le lacet, aller à gauche, aller à droite. Là où sur un avion, un hélicoptère, on peut incliner, donc mettre une aile en haut, une aile en bas, nous, le dirigeable, il est toujours stable. Donc en fait, on va juste tourner le nez, comme le ferait par exemple un bateau qui flotte. Et ici, on a deux manettes différentes en fait qui vont permettre de contrôler ce qu'on appelle les thrusters en X et en Z. La principale, ce sera plutôt pour accélérer, décélérer, très classique comme on va retrouver sur un avion par exemple. Et ici, ça va être une commande qui va permettre de monter ou de descendre. Donc là, si je comprends bien et que je fais le lien avec ce que nous a montré Benoît autour de la maquette tout à l'heure, ça c'est directement relié aux petites hélices qu'on voit effectivement. Exactement. Très bien. Voilà. Et là, la difficulté aujourd'hui, comme on est en développement, on sait très bien qu'on n'a pas 3 mains. Et donc, on essaye de voir comment intégrer pour que justement au niveau ergonomie et pilotage, on puisse contrôler dans toutes les situations ces degrés de liberté. On va reprendre le vol, c'est ça? Parce que donc on vient de prendre la charge avec Jérôme. Voilà. Donc on a récupéré notre charge marchande, on va maintenant la livrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tranquillement du stationnaire. Là on est en vol stationnaire comme le ferait un hélicoptère. Tu vas le voir, on n'est pas du tout sur l'inertie qu'on peut rencontrer avec un avion hélicoptère, on se rapproche plutôt du bateau. Donc c'est la croisée des chemins entre ce qui vole et ce qui flotte. Tu me diras dans l'aéronautique, il y a quand même nautique. Hein. Exactement. Eh bien écoute, partons en vol et puis à ce moment-là, comme ça, je poursuis mes questions une fois qu'on est C'est en parfait. l'air. Donc là, je vais enlever en fait notre pilote automatique qui permet de gérer le stationnaire. Vous avez quand même un pilote automatique. Voilà, alors on est en train de le coder parce que pareil, c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est pas du tout comme un avion ou un hélicoptère. Et évidemment, comme on veut être le pilote sera seul à bord dans le futur, il faut qu'il ait des aides suffisantes pour pouvoir gérer sa mission. Donc là, je déconnecte notre stationnaire automatique et à partir de là, je vais tranquillement justement utiliser ma manette pour gagner de la hauteur et en même temps, je vais commencer à accélérer tout doucement. Voilà. Donc là, si on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des paramètres avec les actions que tu viens de faire, donc on vient de voir qu'effectivement power, donc ce qui correspond à la puissance a augmenté. À quoi ça correspond là, ces différentes zones du dirigeable? Alors ici, c'est une représentation qu'on a aujourd'hui qui permet de montrer la poussée qu'ont les différents tronçons en fait. Voilà, tronçons, des petites hélices comme l'a montré Benoît, qui poussent soit dans une direction ou dans une autre, et donc qui permet de donner au pilote l'information de vers où on est en train de pousser le dirigeable. On voit qu'on a tranquillement commencé à monter, on a une vitesse verticale d'environ 600 pieds par minute, et on va commencer maintenant à piloter tout en accélérant vers la zone qui se retrouve sur notre droite par là-bas. Donc là, par exemple, si je fais une assiette à piquer, on voit que les thrusters qui sont à l'avant vont pousser vers le bas, alors que ceux vers l'arrière vont pousser vers le haut. Là déjà, on commence à comprendre la logique effectivement du pilotage d'un dirigeable. Comment on devient pilote de dirigeable? Parce qu'alors, et j'ai même entendu parler qu'il y avait moins de pilotes de dirigeable au monde que d'astronautes. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça, c'est l'anecdote qu'on aime bien raconter, qu'effectivement, en Europe, je crois qu'on est peut-être une dizaine de pilotes de dirigeables certifiés. Comment on devient pilote de dirigeable? Aujourd'hui, pour l'instant, il existe une seule école en Europe, qui est chez nos amis allemands, chez Zeppelin. D'ailleurs, ils font du transport de passagers. Si on veut, on peut faire un tour en Zeppelin même aujourd'hui. Je garde l'idée. Voilà, pour une prochaine vidéo, justement. Et sinon, la deuxième possibilité, c'est d'aller en Amérique, aux USA, où là, il y a plus de dirigeables qui volent. Il y a aussi plusieurs projets, dont nos concurrents. Et donc, on a la possibilité de former des pilotes. Et d'ailleurs, chez Flying Whales, on a des personnes qui ont été formées chez Zeppelin, qui ont de l'expérience, et d'autres qui ont été formés aux États-Unis. Ah, ça c'est chouette. Et on essaye d'avoir le maximum d'expériences diverses et variées, parce qu'il faut essayer de tout concaténer à la fin pour notre dirigeable qui est encore différent. Parce que dans un premier temps, il n'y aura qu'un pilote, vous serez plusieurs ou... Alors oui, au début, il va falloir qu'on apprenne beaucoup de choses. Donc déjà, pendant les essais en vol, on sera sans doute 2 à bord, suivant le risque évidemment du vol qui est associé. Mais l'idée, c'est qu'à terme, quand on aura plus d'expérience, c'est que l'équipage minimum du dirigeable sera son pilote et son Léo. Et si on peut revenir sur ta formation, comment elle s'organise? Ça reste une formation aéronautique, donc il faut des bases théoriques aéronautiques. C'est une licence de pilote commercial, ou communément appelée CPL. D'abord, on apprend évidemment à comprendre comment sont les commandes de vol, la réaction qui est très très différente comparée à un avion ou un hélicoptère. Évidemment, comme les pilotes qui font les formations de dirigeables ont déjà une expérience avion ou hélicoptère avant,
Toi, t'avais quoi comme expérience? Alors moi je suis pilote d'avion et donc il faut comprendre les réflexes qu'un avion de pilote ou d'hélicoptère a, éventuellement les transformer et s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux. Donc ça c'est une première partie. Et ensuite surtout la spécificité c'est que le dirigeable est entre guillemets vivant. Le gaz évolue suivant la température, la pression, ce qui influe en fait sur le poids apparent de la machine. Et donc c'est cet apprentissage qui est important et ça se traduit concrètement en faisant beaucoup de tours de piste, en variant les conditions le matin, le soir, l'après-midi quand il y a beaucoup de soleil, moins de soleil, la rosée du matin qui va aussi avoir une influence justement sur l'équilibre qu'on a avec le gaz. Là où un avion hélicoptère crée sa portance avec sa vitesse ou le rotor qui tourne, nous la portance c'est le gaz, donc c'est l'hélium qui est à l'intérieur, mais avec ces changements de température, il porte entre guillemets un petit peu plus, un petit peu moins, et donc c'est principalement avec notre commande qu'on appelle Z chez nous pour vertical. Tu nous parlais tout à l'heure de réflexes qu'un pilote d'avion par exemple pouvait avoir et qui serait potentiellement dangereux dans le cadre d'un pilotage d'un dirigeable. Tu as des exemples à nous citer? Un pilote d'avion, on lui apprend pendant toute sa formation que quand il a une assiette très importante, il va se rapprocher du décrochage. Alors que le dirigeable, lui, il flotte tout le temps. Donc on pourrait avoir en fait une assiette de 10-15 degrés et monter ou descendre, ça ne changera rien. Et ce qui fait que pour un pilote d'avion, quand il a une grande assiette à piquer ou alors à cabrer, il va avoir un réflexe. C'est une zone de danger, Pour lui, c'est une zone de danger, alors que pour le dirigeable, c'est plus safe pour le coup. Voilà, ça c'est un exemple. Marrant. Pour la mission, on est du côté du bassin d'Arcachon. On aperçoit la dune du Pilat qui est modélisée comme elle peut. Voilà. Et on va arriver donc sur notre zone de dépose pour livrer notre grume. Et donc l'idée ici dans l'approche, c'est que le dirigeable, pour garder son stationnaire, il ne va pas se battre contre le vent. Vu la taille, évidemment, il y a beaucoup de traînée qui est donnée. Donc l'idée, c'est de toujours être face au vent pour justement contrer avec la manette des gaz pour les X, la vitesse du vent pour garder notre axe par rapport au sol. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi la première fois? Je suppose que tu as eu l'occasion de voler à bord d'un vrai dirigeable. Alors j'ai eu l'occasion de voler à bord d'un dirigeable. Alors qu'est-ce qui change? C'est qu'en fait ça bouge constamment. On n'est pas du tout aussi stable que pourrait l'être un avion, même un avion léger. L'hélicoptère, j'ai pas eu beaucoup l'occasion, mais je sais que ça vibre beaucoup. Dans un dirigeable, l'atmosphère c'est plutôt calme, on n'avance pas très vite. Là par exemple on est à 35 nœuds, ça fait environ 70 km/h. L'altitude on est environ à 500 pieds au-dessus du sol, ça fait environ 150-160 mètres. La vitesse de croisière, on l'a vu, c'est autour des 100 km/h, entre 80 et 100 km/h. Et ce qui fait que dans le ressenti, en fait, c'est globalement plus calme. Les moteurs sont assez loin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le dirigeable, on va ressentir, c'est comme on flotte dans l'air, ça bouge un peu comme un petit bateau. On est toujours en train de un petit peu monter, un petit peu descendre. Marrant. Donc là, on approche. On est arrivé au niveau de la zone. Voilà, on approche de la zone. On a notre petit camion et donc c'est à cet endroit qu'on va déposer notre grume. Et petit à petit, je vais reprendre contact avec à la fois l'équipe au sol pour qu'il me guide un petit peu, pour m'assurer que j'arrive au bon endroit. Et puis avec Jérôme, pour être sûr qu'il est bien prêt pour faire notre dépose. Donc là, l'idée, c'est de ralentir pour avoir une vitesse qui est relativement faible pour pouvoir justement ajuster. Et donc là, je vais attendre mon coéquipier au sol qui va un petit peu me guider pour vraiment me placer au bon endroit. Donc ça nécessite systématiquement d'avoir quand même quelqu'un au sol, effectivement, pour guider l'opération. Tout à fait. On a une grande coordination. C'est vraiment le travail d'équipe entre notre Léo qui lui va déposer la charge. Et quand on va ouvrir la soute, il va bien voir où est-ce qu'on va déposer cette charge, et l'équipe au sol pour s'assurer que je ne suis pas trop à gauche, trop à droite, pour pouvoir me placer correctement au-dessus de la zone. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mes paramètres, mais aussi je regarde devant moi, on a justement une vitre qui permet de bien voir ce qui se passe en dessous de nos pieds. Exactement, ce qui se passe en dessous de nos pieds. Et là, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les hélicoptères. Ananda, est-ce que tu peux me guider? Est-ce qu'on est placé? Ouais, j'avance un petit peu, et si on peut ouvrir la cargo, ça va aider Jérôme également. Et évidemment, dans la vraie vie, il y aura toute une préparation de mission, justement pour être sûr que le pilote sache l'environnement, parce qu'il est proche du sol. Bien sûr. À ce moment-là, il y a des arbres, donc il faut faire attention aux arbres. Et également pour les personnels au sol, qui vont être, il va y avoir un petit peu de souffle d'hélice quand même, pour être sûr qu'on sera toujours en sécurité lors des opérations de chargement ou de déchargement. Alors Jérôme, est-ce que tu vois est-ce que la cargo est ouverte? Oui Jacques, porte ouverte, je confirme. Ok.
Et Ananda, est-ce que tu peux me dire par rapport à la position de dépose? Donc là, Jacques, on est à 150 mètres. Ouais, j'avance encore un petit peu. T'as le camion, parfait, on se rapproche. Donc là, coordination avec le sol. Hein, donc Ananda qui joue le rôle du personnel au sol. Jérôme qui maintenant a toute la vue vu que la cargo est ouverte. Donc là, tu es en stationnaire. Voilà, là je suis en stationnaire. Et donc là, maintenant, tu vas pouvoir mettre l'autopilote qui va te permettre de rester en Exactement. stationnaire. Donc Ok. là, l'autopilote qui s'appelle Auto-Over pour nous aujourd'hui, on est en stationnaire. Et une fois qu'on est en autopilote, on a encore un petit peu d'autorité pour justement faire des petits déplacements pour ajuster vraiment de manière plus précise ou au moins pour atteindre la précision qui est nécessaire pour la mission du jour. Tu peux avancer encore un peu, s'il te plaît, plus 10 en avant. Je fais les ajustements, Jérôme. Ok, on est en position. Les outils sont paramétrés. Je demande le déverrouillage du panier. Il est libéré. Et là, je descends. Ok, c'est parti. Sortie de la cargo. Donc même opération en inverse par rapport à tout à l'heure. On va se décharger de 4 tonnes de bois. Donc là, on surveille la distance qui reste au sol avec nos instruments. Encore 20 mètres au sol. Ouais. Continue. Encore 10 mètres. Ok, reçu. 10 mètres. Ok, c'est bon, contact au sol, tu peux arrêter. Ok, le ballast est fait. Est-ce qu'on peut libérer le panier? Ok, c'est bon, fin de la séquence, tu peux libérer le panier. Je reprends la main sur le panier, on le décolle du sol et on repart pour monter le panier à vide, le récupérer et le ranger. Et on est reparti pour remonter. Comme tout à l'heure, on va dégager notre zone où on a déposé la grume et on va se diriger tranquillement vers notre base qui est aujourd'hui simulée dans notre FDMU comme avec les 2 hangars de notre chaîne d'assemblage où on va retrouver notre mât pour pouvoir s'amarrer et donc qui fait office d'atterrissage. Et donc c'est vraiment effectivement en plus Voilà. un terme nautique Alors, qui est utilisé. Exactement, là on a utilisé le terme amarrage parce que c'est comme ça que ça se faisait traditionnellement avec les anciens dirigeables. Maintenant que je suis au clair de tous les obstacles, je peux commencer à accélérer. Je vois sur l'écran, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc là côté fuel, tu as 4 barres. Pourquoi? Parce que vous avez 4 logements à carburant. Exactement, on a 4 réservoirs qui sont séparés, c'est pour ça qu'ils sont aussi représentés aujourd'hui de manière séparée, et en fait qui sont directement liés à les moteurs qu'on utilise, donc les turbines, où chaque turbine a son réservoir. Aujourd'hui on a 4 réservoirs vraiment qui sont positionnés au centre du dirigeable, le plus proche en fait du centre de gravité ou du centre de volume, pour que quand on utilise du fuel, ça ne nous empêche pas trop d'avoir un changement de centre de gravité au fur et à mesure du vol. Aujourd'hui, les dirigeables, il y en a très peu. Comment vous arrivez à établir des procédures, à établir peut-être des checklists, à savoir ce que vous avez besoin, vous, sur les écrans? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est tout le travail des pilotes dans le développement. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on pilote notre bureau parce qu'on n'a pas de machine encore. Mais on a toute une équipe aux essais avec des pilotes d'essai, des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, justement, pour récupérer les bonnes pratiques de l'aéronautique, parce qu'on réinvente pas non plus beaucoup de choses sur l'aéronautique en général, mais tous les systèmes et l'information pour le pilote, c'est justement grâce au simulateur qu'on vient tester. Comme tu peux le voir, on a différentes pages système qui sont encore en train d'évoluer, et donc pour voir quelle information est pertinente, à quelle précision pour le pilote, suivant la phase de vol, ou alors les différentes pannes évidemment. Est-ce que, comme le disait Ananda tout à l'heure, tester la réaction du pilote suivant son environnement. On avait ici les 3 inceptors, les actions qu'il doit faire, et donc ça amène aux premières procédures. Et donc là, je crois que je dois avoir ici, voilà, les premières petites checklists qui sont très simples aujourd'hui, mais qui permettent déjà d'avoir une idée sur ce que le pilote va devoir faire petit à petit au cours du vol. Génial. Et là, sur le panel du haut, qu'est-ce qu'on va principalement retrouver comme... On retrouve comme souvent ce qu'on appelle l'overhead panel, les éléments qui permettent de couper ou d'actionner des systèmes, comme on peut trouver sur un avion ou sur un hélicoptère. Tout en haut, les extincteurs, par exemple, pour les turbines. Et suivant aussi spécificité du dirigeable, on va avoir le contrôle soit sur le gaz, soit sur le ballast. Parce que potentiellement, sur certaines conditions de panne, il va falloir larguer de l'eau ou larguer de l'hélium, parce que comme on transporte une charge, on peut être soit trop lourd, soit trop léger. Donc il faut aussi avoir cette capacité-là, et qui est complètement propre au dirigeable. Donc là, on aperçoit maintenant les hangars, et donc là, on va se rapprocher petit à petit de la zone qui est circulaire, vu que comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut être toujours face au vent
pour avoir une stabilité en stationnaire. Et ce qui fait que là où un avion il a sa piste et qu'il peut tolérer du vent de travers, nous on sera toujours face au vent. Ce qui fait que l'aire d'atterrissage, pour avoir le maximum de disponibilité, ça représente un cercle. On n'artificialise pas le sol, parce que comme le dirigeable ne se pose pas sur le sol, il a juste besoin d'avoir son mât à l'avant et à l'arrière pour le sécuriser, et tout le reste, ça peut être la végétation, évidemment on ne va pas retrouver des arbres, mais de la végétation, mais à part ça, le dirigeable ne touchera pas le sol une fois qu'il sera posé. Okay. Ici, quand on va se poser et arriver sur notre ce on va avoir les équipiers sols qui vont récupérer la corde, la connecter au mât. On aperçoit maintenant le mât, donc on a un mât à l'avant et on a ce qu'on appelle un mât à l'arrière qui va venir sécuriser le dirigeable. D'accord. Le mât à l'avant, c'est le premier élément pour s'assurer de connecter le nez en fait du dirigeable, et comme on n'a pas de train d'atterrissage, le mât arrière va permettre de le sécuriser, et surtout, je ne sais pas si on aperçoit bien, mais en fait on va pouvoir tourner tout autour pour s'aligner avec le vent grâce au mât arrière qui peut se déplacer, et surtout va permettre de le ranger dans le hangar quand on a besoin. Et donc là, comme dans toute aéronef, la phase délicate reste toujours l'atterrissage. Ça ne change pas. Et donc, encore une fois, l'idée va être de se mettre en stationnaire à une certaine position du mât, l'aide des équipiers au sol qui vont nous donner des indications en distance ou en position. Et une fois qu'on sera à peu près stabilisé, on va libérer les câbles pour que les coéquipiers sol les connectent au mât avant et au mât arrière. Et à partir de là, on a toute une procédure qu'on est en train de mettre en place, c'est encore du développement, pour justement garantir que le câble va se mettre en tension et va ramener petit à petit le dirigeable pour le sécuriser sur le mât. Donc là, je vais reprendre contact avec Ananda qui joue le rôle de l'équipier sol. 50 mètres. Donc là, c'est un travail de patience, parce qu'il ne faut pas aller trop vite parce qu'on a un obstacle devant nous, qui est le mât, pour justement correctement nous placer. 25 mètres. Ouais, c'est noté, j'aurais dit encore ma hauteur. Voilà, et là, quand je suis stabilisé à la bonne position, je remets mon stationnaire. C'est bon, on est en SFP. Donc là, je suis stabilisé. Ça, par contre, la sortie du câble, c'est toi qui l'active? Oui, ce sera moi qui l'activerai. Alors, on l'a pas aujourd'hui parce que c'est du développement. Bien sûr. Mais effectivement, c'est le pilote qui l'active. Alors, on va connecter les 3 câbles. Ouais. Alors, 3 câbles connectés. C'est bon. Et on va mettre les 3 câbles sous tension. Et une fois que le câble est tendu, je vais enlever le stationnaire. Et là, on va commencer. Alors, je vais me restabiliser dans une position intermédiaire, justement. Et ensuite, on va rembobiner le câble pour pouvoir nous connecter. Et c'est là où c'est un petit peu impressionnant, tu vas voir. C'est qu'à un moment, le mât va passer devant nous. Et on va pas voir le haut. Et justement, le pilote contrôle ce qu'il peut avec l'aide des coéquipiers au sol pour qu'il donne les infos de quand est-ce qu'on est vraiment sécurisé à l'avant. Les 3 câbles sont en tension. Ok. Est-ce que je peux retirer le tensioning, Jacques? Ouais, tu peux retirer le tensioning. Ok, je passe sur un mode pooling. Ok, j'enlève l'auto-hover. Donc évidemment, c'est cette étape-là qui est toujours un petit peu complexe, surtout quand il y a du vent, il y a des rafales. Parce qu'on est attaché, on n'est pas complètement libre, et puis on commence à diminuer en hauteur. On va avoir le mât petit à petit qui va apparaître vers l'avant. Tu devrais le voir petit à petit apparaître. Ah oui, on commence effectivement. Ananda, tu peux commencer le rembobinage. Donc là, c'est assez impressionnant parce qu'on voit quelque chose qui nous arrive dessus, mais c'est contrôlé. Alors c'est encore en cours de développement, là c'est où on en est aujourd'hui. Voilà, il reste 5 mètres de câble. Et donc là, ça oscille un petit peu parce que la simulation, on est en train d'affiner. Et voilà, on est sécurisé à l'avant. Et pour continuer, on va sécuriser à l'arrière. Et là, le dirigeable sera complètement sécurisé et atterri officiellement. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de monter un petit peu. Donc avec la deuxième commande, là, tu peux la mettre vers le haut. Et donc là, c'est les gaz en Z. Et tu vas voir qu'on va tranquillement gagner en altitude. Et par contre, il n'y a pas de palonnier. Et non, il n'y a pas de palonnier, parce que le lacet est géré par le joystick. Voilà, donc là on est sûr qu'on n'a plus d'obstacles devant nous. Et puis tu peux rajouter maintenant la puissance sur les X pour accélérer. Voilà. Si on veut accélérer sans monter, il faut réduire complètement ça. Exactement, c'est ça. Donc là tu peux mettre pas mal de puissance, parce que comme il y a beaucoup d'inertie, on n'a pas la post-combustion encore. Donc il n'y a pas de
n'y a pas de risque. Voilà, et je te propose de viser du coup les hangars qui sont devant. Moi aussi, je me propose de viser. Voilà. Voilà, donc là on approche de la vitesse de croisière, 43 nœuds, 44, on accélère. Et là si tu veux, tu peux prendre de l'assiette à cabrer, on peut monter, tu vas voir, garde bien le joystick, ça prend du temps. Voilà. Et là, comparé à un avion, ce que je racontais tout à l'heure, Ouais, on flotte, monter, donc ouais. la vitesse, elle ne diminue pas. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et même on est toujours en train d'accélérer en fait, alors qu'on est en montée. Ouais, mais c'est bien, on voit que tu as tes réflexes encore en avion. Quand on est à haute vitesse, ça se comporte assez de manière similaire Oui, c'est vrai. à un avion. Et après, dès qu'on réduit la vitesse, on arrive sur le stationnaire. Et donc là, c'est plus comme un hélicoptère, avec l'inertie qui est propre à un bateau ou un paquebot même. On va arriver sur la tuile qui représente la base et le mât devrait apparaître. Là, je pense qu'on est un poil rapide. Essaye de mettre la reverse à fond, on va voir si on va réussir à freiner. Il faut que je vise quoi là? Alors, il faut que tu essayes d'aligner le mât avec le montant là. Ah ouais, c'est bien parti. Ouais, mais vas-y, essaye. On arrive vite. On risque de le dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, on va commencer à freiner fortement, entre guillemets. Maintenant, on y arrive, on a une vitesse sol de 10 nœuds là, 13 nœuds maintenant, donc tu vois. Et c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Il faut que tu te stabilises quasiment au-dessus du mât. En fait, il faut que le mât il arrive, que tu le vois au niveau de tes pieds. Et c'est là où Ananda nous donne Ah oui, les donc distances. en fait, si ça foire, c'est à cause d'Ananda, c'est pas de ma faute. Ananda, Voilà. ça va bon, hein. Ouais, là, on est en train de freiner fortement, tu vas voir, on va commencer à reculer là. Il faut que tu essaies de te remettre à zéro. 130 mètres. Ouais, Là, tout de suite à zéro. ouais, parce que là on est déjà en train de reculer. Ah ouais. Oh, Voilà. Et donc là, la difficulté, c'est qu'il faut gérer X, mais il faut gérer le Z aussi, parce que là, on est en train de remonter. exact. Hein, pour t'aider, tu vois, regarde, t'as le symbole, et en fait, ça, c'est un symbole en vitesse. C'est-à-dire que quand t'es en bas, tu recules, alors que là, quand tu vas vers l'avant, tu avances de 0, 5 ou 10 nœuds. Voilà, comme tu le vois, c'est une symbologie hélicoptère, parce que c'est ce qui est utilisé C'est marrant. sur les hélicoptères. Voilà, alors, moi, je vois pas le mât, on est là, ok, encore un Il est peu. devant, il est devant. Ouais. 60 mètres. On a un peu de marge. Ouais, c'est difficile, hein, il faut le voir, là. Oh là là. Mais je vais le taper là, non? Non, on est au-dessus encore. Ouais, tu peux remettre à 0 le X, parce que là on recule. C'est bien, tu arrives petit à petit. On y arrive. Ouais, combien de mètres Ananda là? 43 mètres en long. Ouais, on y arrive, il faut être environ à 25. 35, 30 maintenant. Faut que tu freines, entre guillemets. Comment on fait pour remonter? C'est vers le bas? Vers le haut, ouais. Non. Non. Oui. Je fais ce que je peux. On n'est pas trop mal en vrai là. Voilà, et maintenant qu'on est à peu près stabilisé, Ouais, tu peux lol. mettre le pilote automatique pour le stationnaire, ça va t'aider. Voilà, on a combien de mètres là Ananda? Je pense qu'on est un poil proche. Là, on est à 10 mètres en long. On a enlevé les câbles. 10 mètres et je vais connecter. Ouais. Vas-y, connecte, on va essayer. Ok, et je mets en tension. Vas-y, mets en tension. Mais moi, je te dis que ça va le faire. Oui. Ah oui. Ok, c'est bon, on est en tension. On est en tension. Donc là, ce que tu vas mettre, tu vas mettre un tout petit peu de X vers l'arrière. Voilà. Et maintenant, alors ça, tu devrais normalement plus trop le toucher. Et tu vas surtout gérer le Z. Parce que quand on va déconnecter l'auto-over, comme on a mis un peu, on va reculer, mais comme on est accroché à l'avant, en fait, on va descendre. Et tu vas voir, on va prendre un peu d'assiette à piquer. Et c'est là où il faut sentir et ajuster pour pas toucher le sol. On est parti. Allez, j'enlève l'auto-over. Donc là, il recule un tout petit peu. Ouais. Voilà, donc là, le câble est en train de se rembobiner. Et c'est à nous de gérer. Alors, il ne faut pas trop contrer parce que c'est normal qu'on aille plus bas. Mais en même temps, il ne faut pas que ça aille trop vite non plus pour ne pas toucher le sol. Voilà. Et là... On va pas taper le mât là? Non, pour l'instant, ça va. On est plutôt stabilisé, justement. Enfin, on se rapproche dangereusement du sol. Oui, mais c'est le but. Hein. Il faut que tu vois la tête de mât, elle soit connectée quasiment 20 mètres au-dessus de nous, hein, au-dessus du cockpit. Donc c'est normal. Et c'est là qu'il faut que toi qui gères, tu sens si on se rapproche trop vite du sol,
tu diminues un peu la vitesse en mettant du Z vers le haut. Voilà, on a 4 mètres, donc essaye de contrer pour pas qu'il remonte trop non plus. Mais normalement, on est pas mal du tout là. Voilà. Ouais, voilà, je suis contente. L'atterrissage est réussi. Ah, c'était cool. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir plus à propos des dirigeables et de découvrir cette entreprise. N'hésitez pas à aller les soutenir sur les réseaux sociaux. Et si vous avez encore des questions qui n'ont pas été posées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les déposer en commentaire et je serai ravie d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt.